Oui, moi, en tant que pédopsychiatre, je voulais vous dire que je trouve que le débat est vraiment, comme l'a dit Olivier Douville, dans une dimension politique. C'est-à-dire que nous n'allons pas tomber dans le piège pour mettre en miroir les neurosciences ou la psychanalyse. Ce sont des démarches qui sont assez différentes ou complètement différentes. C'est l'instrumentalisation qui a été faite par le pouvoir politique des neurosciences pour évacuer la notion d'inconscient. Et ce ne sont pas les psychanalystes qui ont le monopole de l'inconscient. Il y a bien d'autres métiers et personnes qui peuvent témoigner qu'ils rêvent, qu'ils ont des actes manqués, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que cette loi en 2005 MDPH a été faite, dans les écoles maternelles, et maintenant ça commence dans les crèches et les PMI, puisqu'on diagnostique les mères à haut risque, le nombre d'enfants étiquetés à partir de 3 ans handicapés a été multiplié par 20. C'est une aberration de considérer que ces enfants qui fabriquent des symptômes ou des signaux pour qu'on les entende, pour qu'on puisse parler, c'est-à-dire pour qu'ils puissent trouver une adresse, quelqu'un qui va les écouter avec ses parents, toutes ces nécessités d'avoir des lieux, d'avoir du temps, d'avoir des gens qui sont formés à l'écoute de la vie psychique inconsciente, tout ça, c'est pulvérisé. On n'en veut plus. Donc, effectivement, les psychanalystes qui ont un rapport à l'histoire, aux politiques, aux subversifs, eh bien, ils essayent de se mobiliser parce qu'il y a une hégémonie actuelle. C'est pas du tout lié, je pense, aux neuroscientifiques, c'est lié aux politiques. C'est vraiment les politiques qui instrumentalisent les recherches pour faire quoi ? Eh bien, pour faire des petits soldats qui vont être rentables, productifs, efficients. Et les enfants qui résistent, avec leurs symptômes, avec leur intelligence, avec leur poésie, ils reçoivent des médicaments ou des stigmatisations qui sont éminemment humiliantes pour eux et leur famille. Et ça, je pense que tous les citoyens, analystes ou pas analystes, peuvent réagir à ces abus de pouvoir. Voilà. Oui, donc tout ça est bien compliqué. Alors je vais essayer de simplifier. Comme psychanalyste et directeur de recherche au CNRS, ça va me permettre de simplifier les choses, je crois. On peut simplement... la question, c'est pas tellement que les enfants produisent des symptômes uniquement pour être écoutés. On a là, en face de nous... Non, on a en face de nous un appareillage de classification des enfants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui explique, par exemple, que, comme on l'a appris récemment dans notre réseau, les enfants des ghettos noirs sont surreprésentés parmi les enfants classifiés troubles en hyperactivité, etc. Est-ce que tout ceci est nouveau ? Pas du tout. Il faut replacer toute cette histoire qui nous arrive aujourd'hui dans la longue histoire de la constitution du champ de l'enfance inadaptée. Or, les enfants, au fond, il y a une série qui va de classification scolaire, classification sociale, classification psychologique. Je dois dire que de ce point de vue, au fond, les psychologues, c'est-à-dire l'émergence de l'enfance anormale, ça va avec l'invention de l'école obligatoire. Donc, à ce moment-là, tous les enfants de toutes les classes sociales se retrouvent sur les mêmes bancs et le système de classement se met en place et on commence à détecter les enfants dits débiles et puis les enfants dits instables. Voilà comment ça se constitue et puis on produit les classes de perfectionnement, etc. Donc tout ça ne vient pas vraiment, effectivement, d'une instrumentalisation nouvelle des disciplines psy, sauf que les neuropsys, la neuroscience occupent aujourd'hui d'une certaine manière, pour une part au moins, le champ de manière dominante et prend la place de, il faut bien dire, d'abord la psychologie. Au fond, quel a été l'opérateur de légitimation du classement des enfants ? D'abord la psychologie. Donc, ce mouvement, et vous avez raison, au fond, je crois que la question est de savoir à quel
où est-ce qu'on se situe? Il faut disjoindre la question des masses, qui passe par effectivement les systèmes de classification massive des enfants, des classes populaires qui étaient classées comme des enfants débiles, mis en échec scolaire, etc., qui implique une position, disons, contre la ségrégation de classe sociale, qui est une chose, et ça implique une position directement politique, c'est pas la peine de tourner autour du pot, ça c'est un engagement, disons, des disciplines de légitimation dans la légitimation de la classification des enfants pour la reproduction sociale et ainsi du reste. Bon, on sait tout ça depuis quand même plus de 50 ans, et puis depuis les travaux de Bourdieu en particulier. Donc on le sait. La question aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu nouveau, et je ne sais pas si ça change beaucoup les choses d'ailleurs, faut bien le dire, que cette position qui était antérieurement légitimée, la classification des enfants, la disqualification des enfants, etc., était légitimée par des discours psychologiques, voire psychanalytiques. Effectivement, vous avez raison. Il y a une psychanalyse adaptative. Donc la question de savoir où passe la rupture, comme vous disiez, non pas la rupture épistémologique, non pas la coupure épistémologique, mais la coupure de la complicité entre le système de classification sociale et, au fond, l'engagement des psys dans le... Vous voyez ? Alors, je crois qu'on a affaire... C'est pour ça qu'au fond, nous sommes très peu. Nous sommes très peu à nous mobiliser du point de vue de la psychanalyse. Et donc, je suis très content, évidemment, qu'aujourd'hui, nous puissions faire la jonction avec... encore modeste, il faut bien dire, mais enfin avec les enseignants, avec les parents, etc. Bon. Je crois qu'il y a une différence fondamentale quand même, c'est que nous ne cherchons pas le psychanalyste à ça de bien, c'est qu'il n'essaye pas d'imposer la psychanalyse à tout le monde. Voilà. Donc on attend quand même qu'on nous demande quelque chose, c'est la moindre des politesses quand on est analyste. On attend que l'autre veuille bien nous demander, parce qu'il croit qu'effectivement on a quelques clés de savoir sur ce qui ne va pas pour lui. Ça n'a rien à voir avec une logique adaptative. Rien. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre. Il y a deux plans du combat, si j'ose dire. Il y a un combat proprement politique, qui est clair. Il est anormal, c'est le cas de le dire, enfin d'accepter qu'il y ait des classifications scolaires qui soient des classifications sociales et qui se trouvent disqualifiées par un discours de psychologue, voire de psychanalyste, ou de neuroscientifiques, tout ça n'a aucune importance d'une certaine manière. Ça, c'est le premier combat au plan des masses, dans le sens de Freud. Et deuxième point, il y a le combat de la désaliénation. Au fond, c'est pas qu'on cherche un sujet libre. C'est-à-dire le sujet, par définition, il n'est pas libre, puisqu'il est assujetti au langage, etc. Donc, évidemment, il n'est pas libre, mais on peut l'aider à se repérer sur ce qui est pour lui embarrassant, par exemple de la ségrégation elle-même. La ségrégation sociale produit de la souffrance. Donc les psychanalystes ne sont pas là pour expliquer voilà, cet enfant est en échec pour telle et telle raison. Il est là plutôt pour écouter ce qu'on veut bien lui dire et essayer de trouver avec les familles, le cas échéant, et surtout avec l'enfant, les solutions qu'il pourrait bien avoir de ce qui n'est pas un symptôme produit par l'enfant pour être écouté, ou assez rarement. C'est un symptôme qui vient de l'autre social et de l'autre politique. Donc je crois qu'il faut disjoindre d'une certaine manière. D'abord, il faut replacer tout ça dans la longue histoire, c'est la première chose. Sinon, on a une sorte d'opposition avec nos camarades cognitivistes. Et effectivement, ici, on ne va pas se constituer comme un groupe de pairs scientifiques pour contrôler ce que font les cognitivistes. Bon, après tout, ils font des choses, ils font ce qu'ils peuvent, comme les autres. Bon, ok, très bien. Mais tout n'est pas scientifique dans le champ scientifique. Voilà. Donc les cognitivistes, très bien, ils font leur truc parfait. À partir du moment où ils viennent occuper des positions à leur tour, mais nous devons, nous aussi, prendre notre part, nous, psychanalystes, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on a tricoté nous-mêmes ? Voilà. Et aujourd'hui se pose la question donc de cette domination, au fond, ce déplacement de la domination dans le champ scientifique proprement dit. Bon, voilà.
Donc je crois qu'il faut disjoindre un petit peu les choses et avoir comme orientation au moins la lutte contre la ségrégation, lutte politique sans aucun doute, mais aussi lutte proprement psychanalytique, lutte freudienne. Voilà les 2 points que je voulais souligner. Très bien, merci. Merci. Ça faisait un certain temps que je voulais parler, donc j'ai pris pas mal de notes. Je vais essayer d'organiser tout ça. Moi, je suis professeur des écoles. D'habitude, j'ai plutôt l'habitude de parler à des SM1 qu'à des psychanalystes. Je me mets debout carrément. Ok. Moi, je partage un petit peu quand même le ressenti que j'imagine de la personne qui était par là-bas. C'est qu'il y a eu des mots qui ont été très, très durs prononcés sur les neurosciences, même si moi j'en reste très éloigné. Et alors je suis désolé, j'ai mis mes notes. Et donc il y a plusieurs choses qui ont été dites, je vais pas les redire, mais je pense qu'il y a quand même, on a tendance à dire un petit peu, séparer trop facilement la politique, les usages politiques qu'on en fait et les neurosciences elles-mêmes. Alors qu'en fait, c'est ça aussi, c'est un peu une vue de l'esprit, puisque comme ça a été dit, il y a des politiques de recherche. Et par exemple, à l'ENS qui a été cité, il y a un département de sciences cognitives assez nouveau qui truste la plupart des financements sur des sujets, par exemple, qui pourraient être traités aussi par le département de sciences sociales. Et donc en fait, c'est pas que des questions scientifiques, c'est aussi des questions de moyens pour la recherche. Et c'est-à-dire politique. Et j'en reviens à, je pense que il y a une question épistémologique. Et alors, j'ai pas d'expertise sur les sciences cognitives, mais bon, je me suis un peu penché sur la question quand même, du statut, pour moi, du social et des pratiques sociales dans les sciences cognitives. Et je pense qu'après, les sciences cognitives, elles sont pas... elles sont probablement diverses et en évolution, mais où j'ai l'impression que cette question-là, et peut-être qu'elle se pose aussi, en fait, pour la psychanalyse, du statut du social et des pratiques sociales dans l'analyse scientifique, qui, moi, à mon avis, pourrait être un peu... cette question-là, cette intégration-là se pose. Et donc, au final, une sorte de vertu un peu dépolitisante des sciences cognitives dans le champ à la fois politique et de la recherche, et qui, et donc, finalement, in fine, se pose une fois la question politique. Pour revenir, donc, il y a vraiment, je pense, la question politique qui se pose, et aujourd'hui... je sais pas, j'avais envie de citer quand même les combats qui se mènent dans l'éducation en ce moment. En ce moment, dans le 93, il y a des écoles en grève pour la question des moyens. Il y a l'instauration de par la sélection universitaire avec Parcoursup, une réforme du lycée. Il y a plein de choses qui se passent dans les... Je m'assois, je suis désolé. Dans l'éducation en ce moment, de questions politiques qui se passent dans l'éducation. Et en fait, je pense que pour revenir sur ce que disait Alain, que je connais un petit peu, par rapport à Sophie Rabi, c'est qu'en fait, c'est tout un mouvement qui, en sortant, prône une sortie de l'école publique. Et finalement, sauf que si Sophie Rabi, elle appartenait par exemple au mouvement ouvrier, et que le mouvement ouvrier était quelque chose d'aussi massif qu'il a pu être, que dans les banlieues, il y avait des écoles autogérées, Sophie Rabi qui se montaient avec une éducation populaire, etc. Mais sauf qu'en fait, on sait très bien que c'est pas ça, en fait. Toutes ces petites écoles privées qui naissent, aussi résistantes, aussi alternatives et résistantes à une idéologie neuroscientifique parce qu'elles vont garder les abeilles, faire du miel, en fait... c'est une école, encore une fois, pour une élite, peut-être que ça va être une élite bio, mais c'est une élite alternative et c'est pas l'école du peuple. Et en fait, c'est ça la question qui était, je pense, qui se pose. Et l'école du peuple, c'est l'école des écoles classées REP, REP+, dans le 19e arrondissement, où finalement, parce que le RAZ n'existe plus trop, et bien en fait, en tant qu'enseignant, on est obligé de... en fait, la seule ressource qu'on a, c'est d'aller voir la MDPH et de leur dire... Merde, essayez de diagnostiquer cet enfant handicapé parce que sinon j'ai pas d'AVS et que moi je sais plus comment faire. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Plus de parole. Oui, d'accord. Allez-y, alors. Marie, tu as le micro, là. Il y a quelques prises de parole encore. Oui. Ici, il y en a une autre première. Voilà, allez-y. Après, bien sûr. Oui, bonjour. Je suis pédopsychiatre.
Si je suis ici, c'est pas du tout pour attaquer les neurosciences, mais c'est pour m'inquiéter d'une certaine démarche qui est mise en œuvre pour aider les enfants à mieux apprendre ou à aller mieux dans leurs difficultés. Je prendrai un exemple. Vous avez dit que Dehaene avait expliqué, par exemple, que les neurosciences donnaient les moyens de savoir comment enseigner, à savoir qu'il ne fallait pas utiliser la méthode globale, mais qu'il fallait utiliser la méthode syllabique. J'ai interrogé une amie institutrice de CP qui a une longue expérience, et elle m'a expliqué, ça dépend devant quelle classe on est. Si on est dans une classe de milieu très favorisé, avec des enfants qui ont un langage accompli, la méthode globale est la plus efficace. La méthode globale associée avec un peu de syllabique, elle est très efficace. Si on est devant une classe dans un milieu défavorisé, avec des enfants qui ont un langage pauvre, il faut absolument utiliser la méthode syllabique. Pour quelle raison ? Elle disait, parce qu'il n'y a pas un monde de mots écrits autour d'eux. Ils n'ont pas peut-être suffisamment photographié de mots. Enfin, je ne sais pas quelle est la raison précise de ça, mais ce que je veux dire, c'est que comment elle enseignait, en réfléchissant, en s'appuyant sur son expérience, sur un certain nombre de choses essayées, ratées, réussies. Et la démarche psychanalytique d'aide aux enfants qui sont en souffrance, qui présentent des symptômes, c'est la même démarche. C'est-à-dire, c'est une démarche où on ne sait pas, contrairement aux neurosciences, on ne sait pas à l'avance ce qui va marcher. On reçoit une famille dont l'enfant est en difficulté, on l'écoute, on écoute les symptômes de l'enfant, on les laisse parler, et à partir de là, dans la durée, dans une écoute, dans un accompagnement, on comprend, enfin plutôt on comprend, on aide cette famille et cet enfant à entendre ce qui le bloque, ce qui l'empêche d'apprendre, ce qui l'inhibe. On ne pose pas de diagnostic, c'est ça la démarche psychanalytique. On ne pose pas de diagnostic, on ne dit pas c'est telle zone du cerveau ou même telle histoire ou tel problème particulier, tel problème familial. On écoute ce qui se dit et ce qui se travaille d'une histoire et d'une souffrance. Donc, moi, ce que j'ai contre les neurosciences actuellement, dans leur usage actuel, c'est qu'elles prétendent répondre à toutes les questions de la souffrance humaine. C'est pas parce que, par exemple, on va repérer dans le cerveau la zone du désir qu'on va soigner les chagrins d'amour. Alors, je crois que ces nouveaux discours peuvent trouver audience auprès d'une partie non négligeable du corps enseignant, hein, comme le disait Madame, parce que ils viennent flatter quelque chose dans le désir d'enseigner, quelque chose aussi dans la représentation que beaucoup d'enseignants ont de leur métier. Il semble déboucher tout droit sur des approches qui privilégient la méthodologie, voilà, s'appuyant sur des procédures éprouvées. Et beaucoup d'enseignants se sentent un petit peu exclus quand des psychanalystes viennent dire que l'inconscient est le principal agent de l'éducation, par exemple, ou quand des sociologues parlent de reproduction sociale. Beaucoup d'enseignants comprennent cela comme si on considérait que leur métier ne servait à rien. Et je crois que c'est important de tenir compte de ces résistances-là. Bonjour, je
Bonjour, je suis journaliste scientifique et je suis venue ici parce que je viens d'écrire un dossier dans Le Monde sur la dépression. Et en fait, en faisant mon enquête, j'en suis arrivée à me poser des questions sur justement le rôle des neurosciences dans la manière dont elles sont aussi instrumentalisées pour classer les gens et pour notamment, par exemple, dans une des personnes que j'ai interviewées, je pense qu'il était un psychiatre, m'a dit qu'il cherchait avec les neurosciences des signes d'exclusion sociale des personnes. Et moi, ce genre de choses, je trouve ça vraiment inquiétant parce que je me demande s'il n'y a pas des priorités pour essayer de comprendre et de traiter l'exclusion sociale autrement que par l'imagerie, en tout cas. Et puis aussi, ce qu'on m'a aussi dit, c'est que, donc, ce que mon enquête m'a appris aussi, c'est que les neurosciences happaient les financements au détriment des financements pour la pratique, pour l'étude des pratiques, notamment en psychiatrie, et l'étude notamment des psychothérapies. Et tout ça m'a quand même fait réfléchir sur la société dans laquelle on vit, et j'ai l'impression que ce problème dont vous parlez ne touche pas que l'éducation, elle ne touche pas seulement une classification des profils psychologiques ou comportementaux chez les enfants, mais aussi chez les adultes, et notamment tout ce qui tourne autour du burn-out et la manière dont on stigmatise les personnes qui font des burn-out, où on dit qu'elles sont fragiles. Et moi, je trouve ça inquiétant, et je me demande aussi quelle est l'idéologie qui surplombe tout ça, qui me semble être une idéologie néolibérale. Enfin, en tout cas, il faut s'adapter à une société, et si on n'est pas adapté, on est exclu. Et j'ai l'impression que ce problème-là ne touche vraiment pas que les enfants, et qu'il touche l'ensemble de la société. Et c'est pour ça que je suis contente d'être ici et d'entendre ce que j'entends, parce que c'est vraiment une question d'instrumentalisation, une question d'idéologie. En tout cas, moi, c'est ce que mon enquête m'a appris, et la conclusion à laquelle voilà ce que j'ai découvert dans mon enquête. Merci.